Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un type particulier de structure que nous allons appeler des structures caténaires. Ce type de structure est structurellement particulièrement efficace et la méthode graphique est particulièrement appropriée pour concevoir ce type de structure. Par définition, une structure caténaire est une structure qui, lorsqu'elle va être soumise à un ensemble de charges données, va être sollicitée uniquement en tension ou en compression. Une corde à linge représente un très bon exemple d'une structure caténaire. En effet, sous le poids des vêtements qui sont suspendus, la corde va se déformer pour adopter une géométrie qui assure son équilibre statique, mais en ne générant que des efforts de tension puisque la corde ne possède aucune résistance en compression ou en flexion. On distingue deux types de formes caténaires. D'une part, nous avons les câbles suspendus qui sont sollicités uniquement en traction, et d'autre part, nous avons les arches qui sont sollicités uniquement en compression. Une forme caténaire est associée à une combinaison de charges données. Dans le cas des structures tendues, comme le câble ne peut supporter aucun effort de flexion, ça signifie que toute variation de charge va amener une modification de la géométrie de la structure. C'est le cas dans notre exemple de corde à linge. Si on modifie la répartition du poids des vêtements sur notre corde à linge, notre corde va se déformer et la forme de notre corde à linge va être modifiée pour adopter une forme qui correspond à la combinaison de charges qui lui est imposée. Dans le cas des structures comprimées, comme ces structures sont rigides, elles sont capables de résister à des efforts de flexion, ce qui signifie que si la charge varie sur notre structure, notre forme va demeurer la même quand notre structure est rigide. Par contre, les variations de charge vont entrer. Intéressons-nous maintenant à l'équilibre statique d'une structure caténaire. La figure reproduite à l'écran montre la vue en élévation d'un câble qui supporte trois charges concentrées, respectivement de 200, 150 et 300 kN, sur une portée de 26 mètres. On peut trouver les efforts dans le câble en faisant l'équilibre des forces à chacun des nœuds, comme nous l'avons souvent fait précédemment. Si on commence ici avec le nœud A représenté à l'écran, ce nœud A est soumis à trois forces. On a notre force externe de 200 kN qui est dirigée vers le bas. On a l'effort de traction du câble à gauche du point A qui est représenté par le vecteur vert. Et on a la force de traction dans le câble à droite du point A qui est représenté par le vecteur en bleu ici sur l'illustration. Donc, si on fait l'équilibre au nœud A, comme on connaît les inclinaisons du câble, lorsqu'on va tracer nos trois forces, on va trouver ici un polygone fermé, puisque, évidemment, notre nœud est à l'équilibre. Si on répète le même processus pour le nœud B, on va faire la même chose. Donc, on va venir tracer le polygone de force au nœud B. On va avoir évidemment un polygone de force fermé. Et finalement, on va répéter le même processus au nœud C. Et on va venir faire l'équilibre de force au nœud C, toujours avec un polygone de force fermé. Si on regarde attentivement ces trois diagrammes, ces trois polygones de force-là pour les trois nœuds, on s'aperçoit qu'on pourrait regrouper les trois polygones de force obtenus à chacun des nœuds et tracer un polygone de force pour la structure entière. À ce moment-là, on placerait nos trois polygones de force qu'on a obtenus en bas à gauche de l'écran, on les placerait l'un à côté de l'autre et on obtiendrait le polygone de force qu'on voit ici à droite de l'écran pour la structure entière. Donc, on constate que pour toutes les structures caténaires, notre polygone de force va ressembler à ça. On va avoir un polygone de force où on a une forme triangulaire qui va converger vers un point qui est le point ici à l'extrême gauche de l'écran. On peut utiliser la méthode graphique pour tracer le polygone de force pour l'ensemble de la structure. Nous avons reproduit en bas à gauche de l'écran le diagramme de forme de notre structure en indiquant les trois charges externes qui la sollicitent ainsi que les deux réactions d'appui. Par convention, on désignera par la lettre O tout l'espace situé en dessous du câble et par des lettres numérotées à partir de A les intervalles entre les forces au-dessus du câble. Donc, sur notre diagramme de forme, on va placer ici l'intervalle O qui va être l'intervalle sous le câble qui va séparer les forces D et G, nos deux réactions d'appui.
Ensuite, au-dessus du câble, on va avoir l'intervalle A qui désigne l'intervalle entre notre réaction d'appui G à la gauche de notre structure et notre charge externe de 200 kN. L'intervalle B entre nos deux charges externes de 200 et 150 kN. L'intervalle C entre nos deux charges externes de 150 et 300 kN. Et l'intervalle D entre notre charge externe de 300 kN et notre réaction d'appui à droite de notre structure, la force D. Maintenant qu'on a fait notre notation par intervalle, on va tracer notre polygone de force. Donc, on va venir placer nos lettres sur notre polygone de force. On place d'abord le point A. Et en passant du point A au point B, lorsqu'on tourne dans le sens horaire sur notre diagramme de forme, on a une force externe de 200 kN dirigée vers le bas. Donc, on va mesurer une distance de 200 kN et on va venir placer notre point B en dessous du point A. Si on continue en passant de B à C, on a une force de 150 kN dirigée vers le bas. Donc, notre point C va être placé à une distance de 150 kN sous le point B. De C à D, on a notre force externe de 300 kN dirigée vers le bas. Donc, notre point D va être placé à une distance de 300 kN sous le point C. Maintenant qu'on a placé nos 4 lettres, on va venir placer notre point O. Dans ce cas-là, on va placer notre point O arbitrairement. On va le placer, par exemple, à l'endroit aussi que j'ai indiqué à l'écran. Et je vais pouvoir venir tracer les membrures qui représentent mon câble. Donc, je vais tracer tout d'abord la droite sur mon polygone de force, la droite OA. Et je vais ramener une parallèle à OA sur mon diagramme de forme qui va me donner la position de mon câble là, dans l'intervalle A. Ensuite, sur mon polygone de force, je vais venir placer ma force OB. Toujours en tirant une parallèle à cette ligne-là, je vais venir tracer mon câble ici, OB. Je vais avoir une force OC sur mon polygone de force. Toujours en tirant une parallèle à cette ligne, je vais venir tracer ici le profil de mon câble OC sur mon diagramme de forme. Je vais finalement compléter mon polygone de force avec ma force OD. Et en ramenant une parallèle à cette force-là sur mon diagramme de forme, je vais venir fermer mon diagramme de forme. Donc, j'ai ici obtenu à l'écran la forme de mon câble caténaire et mes réactions d'appui G et D à gauche et à droite de ma structure correspondent évidemment aux efforts OA et OD et sont parallèles au câble. Si j'inverse mon polygone de force en plaçant le point O à gauche de l'axe vertical des charges externes sur mon polygone de force, contrairement à ce que j'avais précédemment où mon point O était situé à droite, je vais obtenir une arche de forme caténaire où toutes les membrures sont sollicitées en compression. Donc, je m'aperçois que dans ce cas-là, j'ai exactement la même forme que mon câble caténaire que j'ai obtenu précédemment, mais que j'aurais fait pivoter là, de 180 degrés par rapport à la verticale. Donc, dans ce cas-là, toutes mes membrures maintenant sont sollicitées en compression plutôt qu'être en tension comme précédemment. Donc, je vais en tirer une règle générale. Pour tous les cas où j'ai un câble caténaire, mon point O va être situé à droite de ma ligne verticale qui représente mes charges externes. Et pour tous les cas où je vais avoir une arche caténaire, mon point O va être situé à gauche de la... Le polygone de force nous permet également de trouver les réactions d'appui aux extrémités du câble. Donc, si je regarde sur mon polygone de force, en fait, ma réaction d'appui à gauche G correspond à mon effort OA et mes réactions à droite D correspondent à mon effort OD. Je pourrais décomposer ces réactions d'appui-là en deux composantes orthogonales, l'une verticale et l'autre horizontale. Donc, si je regarde ici, j'ai ma réaction d'appui G, l'appui gauche, qui est représenté ici sur mon polygone de force par la flèche rouge. Je pourrais le décomposer en une composante verticale G indice V et une composante horizontale G indice H. Et de la même façon, j'ai ma réaction d'appui à droite de ma structure, qui est représentée par mon vecteur D en bleu ici sur mon polygone de force. Je pourrais le décomposer en une composante horizontale d'indice H, une composante verticale D indice V. Si sur mon polygone de force aussi, je peux remplacer la résultante de toutes mes forces externes. Donc, la résultante de toutes mes forces externes, ça va être l'addition de mes trois forces ponctuelles de 200, 150 et 300 kN.
Donc, ça va me donner une force de 650 kN dirigée vers le bas. Et je m'aperçois que l'ensemble de trois forces, ma résultante de force, ainsi que les deux réactions d'appui, donc me donne un polygone de force fermé, comme je vois ici sur mon polygone de force, donc qui est représenté par mes trois forces, là en jaune, en bleu et en rouge. Je remarque également que si je coupe ma structure à n'importe quel endroit, si je coupe le câble à n'importe quel endroit, ben en fait, la composante horizontale de ma force à l'intérieur de mon câble à n'importe quel endroit de la structure va être constante, puis va être égale ici à la valeur de GH ou de DH. Pour un cas de charge donné, il n'existe pas une seule forme caténaire, il existe en fait toute une famille de formes caténaires aptes à supporter ce cas de charge. Ici, par exemple, à l'écran, j'ai reproduit le diagramme de forme que j'ai trouvé pour l'exemple précédent, où j'ai représenté ici avec les lignes pointillées en bleu la forme du câble caténaire que j'avais trouvé précédemment, avec à droite la forme du polygone de force. Je m'aperçois, mon polygone de force, vous vous souvenez qu'on avait placé le point O arbitrairement. Si je place mon point O à un autre endroit, si par exemple je place mon point O ici à l'endroit qui est représenté à l'écran, qui est plus bas, ben, je vais obtenir une autre forme caténaire. Donc, si je place le point O à cet endroit-là, j'ai ici ma force OA sur mon polygone de force. Si je ramène une parallèle à cette force-là, ça va me donner mon segment de câble OA sur mon diagramme de forme. Ensuite, sur mon polygone de force, je trace ma force OB. Toujours en tirant une parallèle, je vais venir tracer mon segment OB sur mon diagramme de forme. Sur mon polygone de force, je vais venir tracer ma force OC. Toujours en tirant une parallèle, je viens tracer mon segment de câble OC sur mon diagramme de forme. Et finalement, je vais fermer mon polygone de force avec la force OD que je vais ramener sur mon diagramme de forme pour avoir la forme finale de mon câble suspendu. Donc, je m'aperçois qu'ici, en noir, j'ai un câble caténaire qui supporte mes trois charges externes de 200, 150 et 300 kN, qui n'est pas le même que celui que j'avais trouvé précédemment là, avec la ligne pointillée en bleu, mais qui est tout aussi adéquat pour supporter ce cas de charge-là. Je vais tracer par exemple une troisième forme caténaire. Donc à l'écran, j'ai reproduit en bleu et en jaune les deux formes caténaires que j'avais obtenues pour mon cas de charge. Si je déplace mon point O, je vais placer le point O par exemple plus haut, tel qu'illustré à l'écran sur mon polygone de force. Donc j'ai ma force OA que je vais ramener ici sur mon polygone de force. J'ai ma force OB sur mon polygone de force que je vais ramener sur mon diagramme de forme avec une parallèle qui va me donner mon segment OB. J'ai ma force OC sur mon polygone de force qui va me permettre de tracer mon segment OC sur mon diagramme de forme. Et finalement, je vais compléter mon polygone de force avec la force OD. Et en traçant une ligne parallèle à cette force-là, je vais venir compléter mon diagramme de forme ici. Donc, j'ai une troisième forme caténaire ici qui est également apte à supporter mes trois charges concentrées. Donc, je m'aperçois que pour un cas de charge donné, en fait, j'aurai une infinité de formes caténaires possibles et si je peux avoir des formes très différentes. Je m'aperçois que mes points d'appui, par exemple, dans les deux premiers cas, mon point d'appui à droite était situé sous le point d'appui à gauche, mais il pourrait être situé au-dessus, comme dans le troisième exemple. Donc, je peux vraiment jouer avec ça et avoir une infinité de formes caténaires capables de résister à ce cas de charge. Toute la famille de formes caténaires associées à un cas de charge donné possède cependant des caractéristiques communes. Une de ces caractéristiques communes est ce que nous allons définir comme étant le point Z. Donc, pour définir le point Z, à partir du diagramme de forme ici à l'écran, je vais définir ce que j'appelle la corde de fermeture. La corde de fermeture, c'est une ligne droite qui serait tracée entre mes deux points d'appui. Donc, pour mes trois formes caténaires que j'ai trouvées précédemment, je vais tracer ma corde de fermeture. Donc, pour mon câble suspendu illustré en noir, j'ai ma corde de fermeture illustrée en noir. Pour mon câble suspendu, le représenté en bleu, j'ai ma corde de fermeture ici illustrée en bleu. Et pour mon câble suspendu illustré en jaune ici, j'ai ma corde de fermeture qui est représentée en jaune. Donc, c'est simplement une ligne droite qui relie mes deux points d'appui. Si je ramène ces cordes de fermeture, une ligne parallèle à ces cordes de fermeture-là sur mon polygone de force qui passe par mon point O, donc je vais avoir ici, vous voyez, je vais prendre une parallèle à ma corde de fermeture là, sur
ma courbe en noir, donc c'est la ligne pointillée en noir. Si je trace une parallèle à ça, qui passe par rapport au point 0, je vais venir intercepter l'axe vertical sur mon polygone de force à un certain endroit. Si je fais la même chose pour ma courbe en bleu, je vais me prendre une ligne parallèle à ma ligne pointillée bleue sur mon diagramme de forme et je vais la ramener ici sur mon polygone de force en passant par mon point O. Donc, je m'aperçois que cette ligne-là va couper mon axe vertical sur mon polygone de force au même endroit. Et finalement, pour ma troisième courbe en jaune, je vais faire la même chose. Je vais me tracer une ligne parallèle à la ligne pointillée jaune sur mon diagramme de forme. Je vais la ramener sur mon polygone de force en passant par le point 0. Et je m'aperçois que je vais intersecter l'axe vertical au même endroit. Donc, je constate que quelle que soit la forme caténaire choisie, la corde de fermeture va toujours croiser l'axe vertical du polygone de force au même point Z, qui est le point représenté ici en rouge sur mon polygone de force. Donc, ce point Z-là est une caractéristique commune à toutes les formes caténaires qui sont associées à ce cas de charge précis. Toutes les formes caténaires associées au même cas de charge possèdent donc le même point Z. Physiquement, ce point définit les réactions d'appui d'une poutre simplement appuyée qui supporterait les mêmes charges. C'est ce que nous avons illustré ici en bas à droite de l'écran. Donc, si on avait une poutre simplement appuyée, qui a la même portée et qui supporte les mêmes charges que celles qui sont appliquées sur notre câble suspendu, ben, si on calcule les réactions d'appui de cette poutre-là, si on le faisait comme on a vu précédemment dans le cours, on obtiendrait pour ce cas de charge précis-là une réaction d'appui de 250 kN à l'appui gauche et de 400 kN à l'appui droite. Donc, si on regarde le polygone de force, on s'aperçoit que la distance entre le point A et le point Z correspond à notre réaction d'appui à gauche de notre poutre, c'est-à-dire 250 kN, et que la distance entre le point Z et le point D correspond à la réaction d'appui à droite de la poutre, donc 400 kN. Donc, le point Z a une signification physique. Ça signifie aussi que dans le cas où j'ai une charge qui est répartie symétriquement sur ma structure caténaire, ben, si je ramène ça avec l'analogie de ma poutre, ma poutre simplement appuyée, mes réactions d'appui seraient les mêmes aux deux extrémités si mes charges sont symétriques, ce qui signifie que dans le cas d'une structure caténaire soumise à une charge uniformément répartie, le point Z va être situé à mi-hauteur de ma ligne verticale sur mon polygone de force. Donc, je prendrais la distance entre le point A et D et je diviserais ça par 2 et ça me donnerait la position de mon point Z. Si je remplace mes forces externes par une force résultante équivalente, dans mon cas, c'est une force de 650 kN, je vais constater que ma force résultante va former avec mes deux réactions d'appui un ensemble de trois forces non parallèles. Et comme nous l'avons mentionné précédemment dans le cours, ça signifie que ces trois forces vont converger vers un même point. Donc, si on regarde pour les trois exemples que j'ai fait précédemment, pour la première forme caténaire que j'ai tracée, si je place ici ma résultante des forces de 650 kN et que je prolonge l'axe de ma résultante de force ainsi que mes deux réactions d'appui, je m'aperçois que ces trois forces-là convergent en un point. Pour le deuxième exemple que j'ai fait, je vais faire la même chose. Je vais prolonger l'axe de mes trois forces et je vais trouver que ces trois forces-là convergent en un point. Et finalement, pour le dernier exemple, ma dernière forme caténaire que j'ai tracée, toujours en prolongeant l'axe de mes trois forces vont se croiser au même point. Et donc, évidemment, ma force résultante dans les trois côtes au même endroit. Donc, en prolongeant mes deux réactions d'appui, ça va me permettre de trouver la position de ma force résultante. Ou inversement, si je connais la position de ma force résultante, souvent, ma structure va être soumise à une force uniformément répartie. Donc, dans ce cas-là, ma force résultante va être placée au centre de ma portée. Donc, si je fixe l'inclinaison de l'appui à une des extrémités, je vais trouver facilement l'inclinaison de l'appui à l'autre extrémité. Donc, sans faire de calcul, je vais pouvoir tout de suite jouer avec ma structure et trouver la forme
que je recherche assez facilement. Considérons maintenant le cas fréquent où je veux tracer une forme caténaire qui passe par deux points donnés. Nous allons illustrer cette situation à l'aide d'un exemple. L'exemple que j'ai retenu consiste à construire un voile de béton qui épouse une forme caténaire pour recouvrir un gymnase annexé à une école secondaire. On voit ici en bas de l'écran une illustration d'une vue en élévation de notre structure. Donc, on sait que notre structure doit franchir une portée de 50 mètres et on a reproduit à l'écran les deux points d'appui de notre voile de béton. À gauche, notre voile de béton s'appuie directement sur le sol et à droite, il vient s'appuyer sur le bâtiment existant à une hauteur de 10 mètres. On pose comme point de départ que notre voile de béton fait 10 cm d'épaisseur et on a calculé que la charge totale majorée qui est supportée par le voile est égale à 8 kN par mètre carré. Sachant que la contrainte admissible dans le béton est égale à 5 MPa, compte tenu de l'élancement du voile, on veut tracer la forme du voile caténaire qui passe par les deux points d'appui illustrés sur la figure ci-dessous et qui fait en sorte que la contrainte maximale dans le béton. La première étape consiste à tracer notre diagramme de forme. Comme la charge est uniformément répartie sur notre voile de béton, on doit la remplacer par une série de charges concentrées. Dans le cas de cet exemple, nous avons choisi de diviser la portée du voile en 10 intervalles de largeur égale de 5 mètres. Évidemment, plus on va prendre un nombre élevé d'intervalles, plus la courbe que nous allons tracer va être précise et va se rapprocher de la réalité. Dans ce cas-là, on considère qu'une dizaine d'intervalles est suffisant pour avoir une bonne approximation de la forme de la toiture. On va considérer également que dans notre analyse, on va traiter une bande de toiture qui ferait 1 mètre de largeur dans la direction perpendiculaire à l'illustration. Et à ce moment-là, on va trouver les charges qui s'appliquent sur notre structure. Donc, chacune de nos 9 charges concentrées va être égale à 8 kN par mètre carré, fois 5 mètres, l'espacement entre deux charges, fois 1 mètre, la largeur de la bande unitaire de voile qu'on va considérer dans notre analyse. Donc, ça nous donne des charges de 40 kN. À l'écran, nous avons donc reproduit le diagramme de forme avec nos 9 charges. La deuxième étape consiste à placer le point O arbitrairement sur le polygone de force et à tracer une courbe caténaire associée à ce polygone. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord commencer par définir notre notation par intervalle sur le diagramme de forme qui est reproduit à l'écran. Donc, sous notre structure, on va représenter les différents intervalles par des lettres. Donc, on va avoir l'intervalle A, l'intervalle B, C, D, E, F, G, H, I et J entre chacune des forces externes. Et on va avoir l'intervalle 0 qui désigne tout l'espace situé au-dessus de notre structure. On est maintenant prêt à tracer notre polygone de force. Donc, sur le polygone de force, on va venir placer le point A. Et ensuite, en passant du point A au point B, on a une charge de 40 kN dirigée vers le bas. Donc, on va venir mesurer une distance de 40 kN et on va placer le point B sous le point A. Et on va continuer comme ça avec le point C, D, E, F, G, H, I et J. Donc, on est venu ici tracer sur notre polygone de force nos 9 charges externes. On va placer le point O arbitrairement, un endroit arbitraire dans l'espace. Et puis, on va venir compléter notre polygone de force. Donc, on va venir ici compléter le polygone de force. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir tracer notre forme caténaire sur notre diagramme de forme. Donc, à partir du point d'appui gauche, on va prendre une ligne parallèle à la force OA sur le polygone de force. On va la ramener sur le diagramme de forme et ça va nous donner notre segment de câble OA. On va faire la même chose pour le segment OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ. Et donc ici, on a complété notre forme caténaire. C'est ce qu'on a à l'écran. C'est une forme caténaire qui est en mesure de résister au cas de charge illustré. Par contre, évidemment, notre forme caténaire ne passe pas par nos deux points. Elle passe par notre point d'appui à gauche, mais elle ne passe pas par le point d'appui à droite.
Donc, ce qu'on va faire, on va tracer la corde de fermeture et on va trouver le point Z sur le polygone de force. Donc, ici, avec la ligne pointillée rouge qui est illustrée sur le diagramme de forme, cette ligne-là représente notre corde de fermeture de notre structure caténaire. Si on tire une ligne parallèle à cette ligne-là et qu'on la ramène sur notre polygone de force en la faisant passer par le point 0, on a ce qui est illustré ici à l'écran sur le polygone de force et on s'aperçoit que notre corde de fermeture vient croiser notre axe vertical sur le polygone de force à un point donné qui correspond au point Z. Donc, on a ici le point Z, qui est le point d'intersection de notre corde de fermeture et l'axe vertical des charges externes. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que le point Z est situé à la mi-hauteur de notre polygone de force. On aurait pu le déduire du fait que notre charge est symétrique. Comme je l'ai mentionné précédemment, le point Z, physiquement, va déterminer les réactions d'appui d'une poutre équivalente qui serait simplement appuyée, qui supporterait ce cas de charge-là. Comme notre cas de charge est symétrique, les réactions d'appui seraient les mêmes aux deux extrémités de la poutre. Donc, ça signifie que notre point Z serait situé au centre de notre axe vertical sur notre polygone de force. Donc, l'utilité de cette première étape est uniquement de venir connaître la position du point Z. Comme je le mentionnais, dans ce cas-là, on aurait pu trouver le point Z directement parce que la charge est symétrique. Si la charge n'est pas symétrique, le fait de tracer une première courbe caténaire comme ça va nous permettre de trouver le point Z sur notre polygone de force. La troisième étape consiste à tracer une corde de fermeture qui passe par les deux points d'appui sur notre diagramme de forme, c'est-à-dire les deux points par lesquels on veut que notre forme caténaire passe, et de rapporter sur le polygone de force une ligne parallèle à cette corde de fermeture et passant par le point Z. C'est ce que nous avons reproduit ici à l'écran. Donc, on a la ligne pointillée qui est en bas du diagramme de forme qui correspond à la corde de fermeture qu'on avait obtenue sur notre première forme caténaire qu'on avait tracée précédemment. Et on a la ligne pointillée en rouge qui est située au-dessus, qui correspond à la corde de fermeture de la structure que l'on souhaite obtenir, c'est-à-dire une structure qui passe par les deux points d'appui. Donc, ce qu'on va faire, on va tracer une ligne parallèle à cette corde de fermeture-là, et on va la ramener sur notre polygone de force en passant par le point Z. Donc, ça va nous donner sur notre polygone de force la ligne rouge pointillée qui est située dans le bas de l'écran. Et on sait que notre point O va se trouver sur cette ligne-là. Donc, pour n'importe quelle structure caténaire dont le point O serait situé sur cette ligne pointillée, on va avoir une forme caténaire qui va passer par nos deux points d'appui. Donc, selon la position du point O sur cette ligne pointillée-là, on a une infinité de formes caténaires qui peuvent passer par nos deux points d'appui. De formes caténaires qui peuvent passer par nos deux points d'appui. La forme que nous, on souhaite retenir est celle pour laquelle l'effort maximal de compression de notre voile de béton ne va pas dépasser sa résistance à la compression P indice R. Donc, on sait que P indice R est égal à phi fois la contrainte admissible dans le matériau fois l'aire de section. Dans ce cas-là, phi, le coefficient de tenue, est égal à 0,6 pour le béton. La contrainte admissible était une donnée de base dans notre problème, donc on prenait pour acquis que dans ce cas, la contrainte admissible du béton est égale à 5 MPa. Donc, si vous vous souvenez, lorsqu'on va faire les calculs, pour être sûr de ne pas se tromper dans nos unités, on va tout calculer en MPa, en Newton et en millimètres. Donc ici, on a notre contrainte admissible qui est égale à 5 MPa, ou si vous préférez 5 Newton par millimètre carré, multiplié par l'aire de la section. Notre voile de béton, on a choisi de prendre une tranche qui faisait 1 mètre de largeur, donc on va avoir fois 1000 mm, la largeur de notre hache, fois son épaisseur, qui est égale à 100 mm. Donc ça va nous donner des forces, une force totale PR qui va être exprimée en newton. Si on veut ramener ça en kilonewton, on va diviser par 1000. Donc ça va nous donner au total une résistance à la compression P indice R de 300 kN. On souhaite donc placer le nouveau point 0 sur notre polygone de force de telle sorte qu'il soit situé sur la corde de fermeture, ici reproduit par la ligne pointillée en rouge sur le polygone de force.
Et on veut aussi que l'effort maximal dans l'arche, c'est-à-dire la force OA dans ce cas-ci, soit égale à 300 kN. Donc, sur notre polygone de force, on va venir tracer un premier segment OA en mesurant une distance de 300 kN à l'échelle. Et ça va nous permettre de trouver le point précis, l'emplacement précis du point O sur notre polygone de force. Donc, en venant mesurer ici une distance de 300 kN, on va placer le point O sur notre corps de fermeture sur le polygone de force. Maintenant que l'on connaît la position finale du point O, la cinquième et dernière étape consiste à tracer un nouveau polygone de force à partir de ce point O et à tracer également le profil de la structure caténaire correspondante sur notre diagramme de forme. Donc, j'ai reproduit à l'écran ici, en jaune, la première structure caténaire qu'on devait tracer avec le polygone de force qui était associé. Maintenant qu'on connaît la nouvelle position du point O, on va compléter un autre polygone de force. Donc, on a déjà la force OA qui est placée sur notre polygone. On va compléter avec la force OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI et OJ. Maintenant que notre polygone de force est complété, on va tirer des lignes parallèles à nos forces sur notre polygone pour les ramener sur notre diagramme de forme. Donc, si je commence avec une ligne qui est parallèle à ma force OA sur le polygone de force et que je la ramène sur le diagramme de forme, je vais pouvoir tracer le segment de structure OA. Je vais continuer comme ça pour tracer le segment OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI et OJ. Et finalement, j'ai reproduit à l'écran ici en noir la forme finale de mon voile caténaire. Donc, la forme que j'ai tracée ici à l'écran va faire en sorte que j'ai une forme caténaire qui passe par les deux points voulus et qui fait en sorte également que la contrainte maximale dans le béton va être égale à 5 MPa. Donc, c'est ce que je souhaitais. Comme deuxième exemple, nous avons choisi d'analyser la passerelle Traversina 1, qui est un pont piétonnier conçu dans les Alpes suisses en 1996. Les photographies à l'écran montrent des illustrations de cette passerelle qui est constituée d'un tablier qui s'appuie sur une structure formée de 23 triangles de bois de hauteur variable supportés par deux câbles paraboliques. Malheureusement, cette structure spectaculaire n'a été en service que très peu de temps car elle a été détruite par une avalanche de pierres en 1999. La photographie qui est reproduite ici à l'écran montre bien que la finesse des câbles confère une grande légèreté à la structure qui semble flotter au-dessus du vide. Dans ce cas précis, le site étant peu accessible, on avait choisi au départ d'entièrement préfabriquer la passerelle et de la transporter par hélicoptère jusqu'au site et de venir simplement la déposer sur le site. Donc, dans ce cas-là, le poids de la passerelle était limité par la capacité de levage de l'hélicoptère, ce qui fait qu'on a travaillé fort pour optimiser la structure. Dans ce cas-là, c'est très réussi parce que toute notre structure a un poids total de 4300 kg, c'est-à-dire de 4,3 tonnes, pour une portée totale de 47 mètres, ce qui fait moins de 100 kg par mètre linéaire. Donc, dans ce cas-là, la légèreté de la passerelle a fait en sorte qu'il a été possible de la soulever en hélicoptère, de la transporter sur le site et de venir simplement la déposer sur ses appuis. Nous avons reproduit ici à l'écran une autre photographie de la structure qui montre bien sa grande légèreté, sa grande finesse. On remarque également à gauche de l'illustration l'appui en béton sur lequel on vient déposer la passerelle. Donc, on s'aperçoit que cet appui-là est très petit. On est venu construire simplement un tout petit massif de béton sur le site pour pouvoir venir y déposer la passerelle. La structure est en fait constituée de trois parties. Tout d'abord, on a le pontage laminé de bois qui contribue à la reprise des charges latérales de vent et une main courante en contreplaqué qui va contribuer à rigidifier la structure verticalement.
Ensuite, on a la structure lenticulaire qui est constituée des câbles caténaires sous la passerelle ainsi que des câbles triangulaires en bois. L'ajout de tirants en forme de X contribue à contreventer cette structure dans la direction longitudinale de la passerelle et à lui conférer une plus grande stabilité. Et enfin, on a un assemblage de pièces de bois en forme de H qui va unir le pontage au câble caténaire placé sous la structure. Nous avons reproduit ici à l'écran 3 photographies qui montrent des détails d'assemblage de la structure et qui illustrent bien ces grandes. L'illustration qui est reproduite à l'écran montre une vue en élévation de la structure qui est située à 34 mètres au-dessus du lit de la rivière. On remarque que notre passerelle franchit une portée de 47 mètres et que le tablier n'est pas horizontal, mais il est plutôt légèrement incliné vers la droite. On remarque également que les fondations en béton aux deux extrémités de la passerelle, qui sont représentées ici en noir sur l'illustration, sont relativement petites. Dans ce cas-là, la charge horizontale qui est générée par nos câbles caténaires à l'appui va être reprise par le tablier de la passerelle. Donc, le tablier de la passerelle va travailler en compression pour reprendre la composante horizontale de tension dans le câble. Donc, ce qui fait que la passerelle ne va transmettre que des efforts verticaux aux deux points d'appui. Cet exemple nous donne l'occasion de définir une propriété intéressante de structure caténaire supportant une charge uniformément répartie. On va d'abord définir le sag d'une structure caténaire comme la distance maximale entre la corde de fermeture et le point le plus bas de la structure. Dans le cas qui nous concerne, ça va être la distance ici entre le tablier de notre passerelle et le point le plus bas du câble caténaire. Donc, on va appeler cette distance-là le sag, qui est représenté ici par la lettre S. Si une structure caténaire supporte une charge uniformément répartie, on sait que les deux réactions d'appui vont se croiser au centre de la structure à une distance égale à 2S sous la corde de fermeture. Donc, si je prends une distance ici égale à 2 fois la valeur S sous la corde de fermeture, sous le tablier de ma passerelle, je vais obtenir un point et je sais que mes deux réactions d'appui vont se croiser à ce point-là. Je pourrais remplacer aussi toutes mes charges ponctuelles par une force résultante équivalente et ma force résultante équivalente passerait également par ce point-là. Ce qui signifie que si je veux tracer la forme caténaire qui correspond à cette géométrie-là, ben, je vais pouvoir ici reporter sur mon polygone de force deux lignes parallèles à mes réactions d'appui sur mon diagramme de forme. Donc, c'est les lignes pointillées en bleu que je connais. Donc, je vais venir les tracer ici sur mon polygone de force. Ça va me permettre de placer mon point 0. Donc, dans ce cas-là, j'ai directement, dès le départ, la bonne position du point 0 sur mon polygone de force. Je rappelle que si je trace une corde parallèle à ma corde de fermeture, si je trace une ligne parallèle à ma corde de fermeture, donc parallèle au pontage de ma passerelle, et que je rapporte cette ligne-là sur mon polygone de force, c'est ce que j'ai fait ici avec la ligne pointillée rouge, je vais trouver le point Z, et dans ce cas-là, comme j'ai une charge uniformément répartie, comme je l'ai dit précédemment, le point Z va être situé à mi-hauteur de la ligne verticale sur mon polygone de force, car mes deux réactions d'appui verticales sont les mêmes aux deux extrémités de la passerelle. Donc, une fois que je connais la position du point 0, je pourrais compléter mon polygone de force. Et une fois que mon polygone de force est complété, je peux venir tracer ici ma forme caténaire. Donc, ça signifie que dans le cas d'une charge uniformément répartie, si je connais le sag, la hauteur maximale de ma structure au centre de la portée, je vais pouvoir trouver directement le point 0 sur mon polygone de force. Je n'aurai pas besoin de tracer une première courbe caténaire pour trouver mon point Z et ensuite de venir en tracer une seconde pour avoir ma forme finale. Donc, c'est une propriété
qui est très utile dans le cas des structures qui supportent une charge uniformément répartie, ce qui est le cas le plus courant. Les réactions d'appui aux extrémités de la passerelle peuvent être décomposées en deux composantes. Tout d'abord, une force verticale qui est transmise aux fondations et une force parallèle au tablier qui va induire une force de compression dans le pontage de bois. Donc, si on regarde ce que ça donne sur notre polygone de force, on a ici notre réaction d'appui à l'extrémité gauche de la passerelle qu'on peut décomposer en une composante verticale qui correspond à l'effort qui va être transmis aux fondations et une composante parallèle au tablier qui va être un effort de compression repris par le tablier. Donc, comme je le mentionnais précédemment, dans la conception de la passerelle, on s'est assuré que le tablier en bois était capable de reprendre cet effort de compression-là, de telle sorte que ce qu'on va transmettre aux fondations, c'est simplement une force verticale, ce qui va nous permettre d'avoir des petites fondations de part et d'autre de la passerelle. On ne sera pas obligé de construire des fondations importantes pour venir ancrer nos câbles caténaires. La passerelle devra aussi résister à des efforts horizontaux provoqués par l'action du vent. Sur l'illustration en haut de l'écran, nous avons reproduit aussi une vue en plan de la passerelle qui montre les charges de vent qui la sollicitent. Et on voit sur cette illustration que les câbles qui sont placés sous la passerelle adoptent aussi une forme caténaire dans le plan horizontal, ce qui fait que lorsque le vent va solliciter la passerelle, nos câbles caténaires vont aussi contribuer à résister à cette charge-là. Donc, si on regarde ici, en bas à gauche de l'écran, on a reproduit une vue en coupe de la passerelle. Cette passerelle-là va être soumise à deux efforts. On a l'effort ici qu'on a appelé W, qui est le poids de la structure. Et on a l'effort H, qui est la charge de vent. Si on trace notre polygone de force, on veut évidemment que notre structure soit à l'équilibre. Donc, sur notre polygone de force, on a notre charge verticale W, notre charge horizontale H. On va avoir une contribution qui vient de l'effort de traction dans le câble caténaire. Donc, cet effort-là va être évidemment être parallèle au câble. C'est la force qu'on a représentée en bleu ici à l'écran. Mais on voit que l'effort dans notre câble caténaire n'est pas suffisant pour fermer notre polygone de force. Donc, il nous manque une force horizontale ici pour avoir un polygone de force fermé qui est représenté en vert sur notre polygone de force et qui correspond à un effort horizontal qui va être repris par le tablier. Ça signifie que notre tablier, dans le plan horizontal, va travailler comme une poutre en flexion et va reprendre une partie de la charge horizontale de vent qui correspond ici au vecteur de force représenté en vert sur l'illustration. Nous allons maintenant aborder une autre situation qui est le cas le plus général où on souhaite faire passer une forme caténaire par 3 points préalablement définis. Comme nous l'avons mentionné, la passerelle Traversina 1 que nous avons décrit dans l'exemple précédent a été détruite par une avalanche de pierre en 1999, seulement 3 ans après sa construction. On a décidé de reconstruire une autre passerelle 70 mètres plus loin en 2005 qu'on a appelée la passerelle Traversina 2. Cette passerelle reprend également une forme caténaire, très différente de la première, mais tout aussi spectaculaire. C'est cet exemple que nous allons utiliser ici pour illustrer comment la méthode graphique peut être utilisée pour tracer une forme caténaire qui passe par 3 points prédéfinis. La photographie reproduite à l'écran nous montre une vue de la passerelle Traversina 2. Nous avons ici reproduit à l'écran une vue en élévation de la passerelle qui montre qu'elle est constituée d'un escalier en bois qui descend de la rive nord vers la rive sud et que cet escalier est suspendu à 2 câbles caténaires comme nous l'avons mentionné précédemment. En fait, l'escalier franchit 56 mètres au-dessus du vide alors que les câbles font quant à eux 95 mètres de portée. On remarque également sur l'illustration que les câbles de suspente qui unissent l'escalier au câble caténaire sont inclinés, ce qui confère une plus grande stabilité à l'ouvrage, comme nous le verrons ultérieurement dans cette présentation. On remarque également que l'ancrage du câble caténaire au massif rocheux nécessite des culées de béton importantes. Contrairement à la première passerelle Traversina, où on ne transmettait que des efforts verticaux aux fondations,
Ici, les câbles caténaires vont être ancrés au massif rocheux et comme la tension est importante dans les câbles, ben ça va nous prendre des ancrages importants pour pouvoir transmettre cette tension-là au niveau des fondations. Donc, si vous regardez sur l'illustration aux deux appuis, on voit ici là, une structure de béton qui est très importante, qui va être ancrée dans le roc pour reprendre ces efforts horizontaux-là. Donc, c'est une contrainte additionnelle, c'est une difficulté additionnelle qu'on n'avait pas dans le cas de la première passerelle. Nous avons reproduit ici à l'écran des photographies de la structure. Sur la photographie de gauche, on voit bien l'escalier qui monte de la rive sud vers la rive nord, l'escalier en bois. Sur l'illustration en haut, à droite, on voit qu'on a d'abord commencé par venir installer les limons de l'escalier suspendus au câble caténaire et qu'on est venu rajouter les marches par la suite. Et l'illustration en bas à droite nous montre l'escalier vu du bas une fois terminé. Les photographies reproduites à l'écran nous montrent ici l'une des deux culées en béton. Donc, on voit que ces culées-là sont très importantes. Hein. Sur la partie gauche, on voit le massif de béton avec la partie inclinée à droite dans lequel va venir s'encastrer le câble suspendu. On voit en haut à gauche là, la culée durant la construction. Et en bas à droite, on voit tous les travaux d'excavation qui ont été nécessaires pour venir construire cette culée en béton. Donc, on voit que c'est quand même une construction importante. C'est une culée qui est très massive parce que les forces de traction dans le câble sont importantes et qu'il fallait venir bien ancrer ce câble-là dans le massif rocheux. Donc, on constate que les fondations là, impliquent des travaux très importants dans ce cas-là, contrairement à la passerelle Traversina 1, où les fondations étaient réduites à leur plus simple expression. On a ici à l'écran des photos montrant l'assemblage entre l'escalier en bois et les câbles caténaires. Donc, on voit que ces assemblages-là sont faits par l'intermédiaire de pièces d'acier boulonné et que c'est des assemblages relativement faciles. Nous allons maintenant utiliser la méthode graphique pour trouver la forme du câble caténaire qui supporte l'escalier en bois. Sur la figure ci-dessous, nous avons identifié 3 points par lesquels nous voulons que passe notre forme caténaire. Donc, il s'agit en fait des 2 points d'appui aux extrémités de la structure, ainsi que du point le plus bas. C'est les 3 points qui sont illustrés ici à l'écran. Une fois qu'on a fait ça, nous allons subdiviser le tablier en 6 intervalles de même largeur avec 5 charges concentrées de même intensité, puisque la charge est uniformément répartie sur toute la longueur du tablier. Dans ce cas particulier, on estime que 6 intervalles est suffisant pour nous donner une approximation correcte de la forme caténaire. Donc, ici, on va subdiviser la largeur du tablier en 6 intervalles et ça va nous donner 5 charges concentrées de même intensité. Comme on s'intéresse ici uniquement à trouver la forme du câble et pas nécessairement les efforts à l'intérieur, on n'a pas besoin de calculer ces charges-là. On sait que les charges sont égales. Donc, on n'a pas besoin de calculer ces charges-là pour trouver la forme de notre câble caténaire. La deuxième étape consiste à tracer un premier polygone de force et la forme caténaire correspondante en plaçant le point O arbitrairement sur le polygone de force. Donc, nous avons reproduit ici à l'écran notre diagramme de forme. On va mettre sur notre diagramme de forme notre notation par intervalle. Donc, on a l'intervalle A qui désigne l'espace entre la réaction d'appui à gauche et la première charge externe. L'intervalle B entre deux charges externes, l'intervalle C, l'intervalle D, l'intervalle E. On a l'intervalle F entre la charge externe et la réaction d'appui à droite. Et puis on a l'intervalle O qui désigne tout l'espace sous le câble caténaire. On va tracer notre polygone de force. Donc, on va partir du point A. On va venir mettre le point B à une distance P sous le point A parce que notre force AB est une force externe verticale dirigée vers le bas. Donc, en continuant, on va venir placer le point C, D, E et F. Donc maintenant, nous avons placé sur notre polygone de force toutes nos charges externes.
On va placer le point O arbitrairement sur notre polygone de force. On va venir fermer notre polygone de force, donc on va tracer la ligne OA, OB, OC, OD, OE et OF qui représentent les forces internes dans le câble. À partir de ça, on va tirer des lignes parallèles à ces lignes-là pour venir tracer notre diagramme de forme. Donc, à partir de notre point d'appui à gauche, on va tracer le segment de droite OA qui va être parallèle à la force OA sur notre polygone de force. Et en continuant, on va tracer ensuite le segment de câble OB, le segment de câble OC, le segment de câble OD, OE et OF. Donc, on s'aperçoit qu'on a terminé de tracer notre structure caténaire. On peut tracer maintenant la corde de fermeture sur le diagramme de forme et on va trouver le point Z sur le polygone de force. Donc, sur le diagramme de forme, on va tracer la corde de fermeture entre le point de départ et le point d'arrivée de notre structure caténaire. Si on ramène une ligne parallèle à cette ligne-là sur notre polygone de force en passant par le point O, on va intercepter l'axe vertical du polygone de force à un point qu'on va appeler le point Z. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a tracé une courbe caténaire qui correspond au cas de charge, au cas de charge imposé à notre structure. Dans ce cas-là, on constate évidemment que la structure caténaire qu'on vient de tracer ne passe pas par nos 3 points. Elle passe par le premier point à gauche, mais elle passe ni par le point central, ni par le point à droite. Dans la troisième étape, nous allons partir du diagramme de forme pour tracer 2 lignes reliant 3 points de notre forme caténaire situés à la verticale des 3 points par lesquels nous voulons que passe notre courbe. Donc, on va placer une première ligne ici, OX, qui relie le point d'appui à gauche avec le point de notre courbe caténaire situé sur la ligne verticale au-dessus du point central. Et on va tracer la ligne OY qui relie le point de notre structure caténaire situé au-dessus de notre point central jusqu'au point de notre structure caténaire situé au-dessus du point d'appui à droite. Donc, ça nous donne 2 lignes OX et OY. On va ramener des lignes parallèles à ces 2 lignes-là sur le polygone de force et l'endroit où nos lignes vont intercepter l'axe vertical sur le polygone de force va nous permettre de placer les points X et Y qui, comme le point Z, sont une caractéristique propre à toute la famille de courbes caténaires soumises au même chargement. Donc, si je tire une ligne parallèle à OX et que je la ramène sur le polygone de force, je vais trouver le point X. Et si je tire une ligne parallèle à OY et que je la ramène sur le polygone de force, je vais obtenir le point Y. Toutes les formes caténaires qui résistent à ce cas de charge-là vont avoir les points X, Y et Z placés exactement au même endroit sur le polygone de force. Sur le diagramme de forme, on trace maintenant 2 lignes reliant les 3 points par lesquels on veut faire passer notre forme caténaire et on ramène des droites parallèles à ces lignes-là sur le polygone de force à l'intersection des points X et Y. Donc, on va d'abord ici tracer une ligne OX sur notre diagramme de forme entre les 2 points de notre structure, le point d'appui à gauche et le point central. Et on va tracer une deuxième ligne OY entre le point central et le point d'appui à droite. Sur notre polygone de force, on va ramener une ligne ici qui est parallèle à OX et qui va passer par le point X. Et on va ramener une ligne qui est parallèle à la droite OY et qui va passer par le point Y. L'intersection entre ces 2 lignes va nous donner la position finale du point O. Donc, le point O va être situé à l'intersection de ces 2 lignes. On peut vérifier que si on trace la corde de fermeture OZ entre nos 2 points d'appui et que l'on ramène une droite parallèle à cette ligne-là sur notre polygone de force en passant par le point Z, on constate que notre droite OZ, lorsqu'on la ramène sur le polygone de force, passe aussi par le point 0. Là, les 3 droites vont converger vers le point 0, ce qui confirme que notre nouveau point 0 est bien au bon endroit.
Maintenant que l'on connaît la position finale du point O, la cinquième et dernière étape consiste simplement à tracer notre polygone de force et par la suite notre diagramme de forme de notre structure caténaire qui passe par les 3 points souhaités. Donc, si on regarde ici à l'écran le polygone de force, à partir du point O, je vais venir construire mon polygone de force. Donc, j'ai la force OA, OB, OC, OD, OE et OF. Si je ramène des lignes parallèles à ces forces-là sur mon diagramme de forme, bien, je vais venir tracer ici mon segment de câble OA, mon segment de câble OB, mon segment OC, OD, OE et OF. Et je m'aperçois que j'obtiens ma forme caténaire que je souhaitais, c'est-à-dire une forme caténaire qui passe par les 3 points qui avaient été identifiés au départ. Maintenant que nous avons vu comment on pouvait tracer une forme caténaire, nous allons nous intéresser à la stabilité de ce type de structure. Comme nous l'avons mentionné, une forme n'est caténaire que pour un cas de charge donné. Or, dans la réalité, les charges varient avec le temps et une structure doit être en mesure de résister à divers types de chargement. Dans le cas des structures caténaires tendues, la forme du câble va se modifier selon la répartition des charges qui le sollicitent. L'enjeu de stabilité consiste alors à s'assurer que les déformations que subiront la structure avec les variations de charge demeurent en deçà de limites acceptables et que cette même structure ne soit pas soumise à des vibrations excessives. Dans le cas des structures caténaires comprimées, la rigidité de la structure fait en sorte que sa forme ne varie pas beaucoup selon la répartition des charges qui le sollicitent. En revanche, toute variation de la répartition de la charge entraînera des efforts de flexion à l'intérieur de la structure. L'enjeu de stabilité consiste alors à s'assurer que la structure soit en mesure de résister à ces efforts de flexion. Dans bien des cas, le principal défi qui se pose au concepteur ne sera pas de s'assurer que la structure possède une résistance suffisante aux efforts externes, mais plutôt de conférer à cette structure une rigidité suffisante pour que les déformations demeurent en deçà d'un seuil acceptable. Par exemple, sur l'illustration qu'on a reproduite ici à l'écran, on représente schématiquement un petit pont suspendu et on voit un piéton qui traverse le pont. Donc, on s'aperçoit qu'à mesure que le piéton se déplace sur le pont, le câble caténaire qui supporte le tablier va se déformer, ce qui fait que le tablier va subir des déformations au fur et à mesure que le piéton traverse le pont. Dans un cas comme celui-là, ce qu'on voudrait, c'est s'assurer que ces déformations-là soient suffisamment faibles pour que ça ne soit pas gênant pour l'utilisateur. On peut assurer la stabilité d'une structure caténaire tendue de différentes façons. L'une d'entre elles consiste à alourdir volontairement la structure de manière à ce que les variations de la charge vive demeurent relativement petites comparativement à la charge totale. C'est ce qu'on a représenté ici schématiquement à l'écran. Donc, pour la passerelle qu'on a présentée précédemment, si on alourdit le tablier, si on utilise un matériau lourd pour faire le tablier, lorsque le piéton va traverser la passerelle, le poids du piéton est petit par rapport au poids du tablier, ce qui fait que la structure ne va pas se déformer beaucoup. Quand le piéton va se promener sur la passerelle, les déformations vont demeurer petites. Cette méthode simple permet souvent de maintenir les déformations de la structure en dessous d'un seuil acceptable. Par contre, elle présente l'inconvénient majeur d'accroître les efforts à l'intérieur de la structure. Comme on alourdit la structure, on va également augmenter. L'aéroport de Dallas à Washington, que nous avons déjà vu dans un cours précédent, représente un bel exemple de cette stratégie. En effet, la toiture de l'aéroport est entièrement supportée par des câbles suspendus de 66 mètres de portée. Dans ce cas, la toiture est formée de dalles de béton armé de 10 cm d'épaisseur qui recouvrent la toiture et le poids du béton, qui est égal à 250 kg par mètre carré, confère à la toiture une grande stabilité sous les charges de vent. Les poteaux inclinés qui supportent la toiture sont très massifs pour pouvoir résister aux très grands efforts de flexion qui le sollicitent, comme nous avons vu dans un cours précédent. La photographie reproduite ici à l'écran donne un autre exemple de cette stratégie. Dans ce cas-là, on a une passerelle piétonne qui est soutenue par un câble caténaire et le concepteur a délibérément choisi d'utiliser un tablier en béton car c'est le poids du béton
qui va assurer la stabilité de la structure. Une autre solution consiste à rigidifier le tablier qui est supporté par la structure caténaire tendue. Ainsi, lorsque la charge vive ne correspond à la charge ayant servi à définir la forme caténaire, qui est généralement une charge uniformément répartie, une partie de la charge sera reprise par la structure caténaire, alors qu'une autre partie de la charge va être reprise par le tablier, qui se comporte alors comme une poutre. Dans ce cas, le tablier doit être suffisamment rigide pour reprendre une partie significative des charges externes appliquées à la structure. On a représenté ici schématiquement à l'écran un peu ce principe-là. Donc ici, on voit un pont suspendu avec un camion qui traverse le pont. Si on considère que le camion est lourd par rapport au poids du tablier, on s'aperçoit dans la figure du bas que quand le camion va se déplacer, le tablier va subir des déformations qui peuvent être importantes. Si on rigidifie le tablier, comme on voit ici sur l'illustration en haut à l'écran, on va diminuer beaucoup ces déformations-là. Dans ce cas-là, ce qu'on va avoir, si vous regardez l'illustration du bas, on a en fait notre forme caténaire qui correspond à une parabole pour une charge uniformément répartie. Et dans le cas où on aurait une charge concentrée, qui représente ici le poids du camion, la forme caténaire pour une charge concentrée, ce serait une forme triangulaire, là, comme on voit sur le diagramme au centre de l'écran. Donc, si on fait la soustraction entre notre parabole et notre forme triangulaire, on va obtenir le diagramme des moments. Donc, c'est ce que j'ai représenté dans l'illustration du bois ici en jaune. Donc, on a le diagramme de moment qui est illustré en jaune. Si notre structure du tablier est suffisamment rigide pour résister à ces moments-là, à ce moment-là, on va venir diminuer les déformations du tablier de façon très importante. Et on va ainsi assurer la stabilité de la structure. À l'écran, ici, on a reproduit une photographie assez convaincante du Lion Gate Bridge à San Francisco pour illustrer ce principe-là. Donc, si vous regardez ici sur la photo, on voit que le câble suspendu est suffisamment résistant pour soutenir le poids du tablier. Mais dans ce cas-là, sous l'action du vent, on voit que le tablier subit des déformations importantes, des déformations qui sont trop grandes en fait. Donc, après la construction du pont, des modifications structurelles ont été apportées pour accroître la rigidité du tablier et pour limiter ces déformations-là à des valeurs raisonnables. Ici, on a reproduit à l'écran deux photographies du pont George Washington qui sont aussi assez convaincantes pour démontrer cette stratégie. Sur la photographie de gauche, on voit le pont peu de temps après sa construction. On voit que dans ce cas-là, le tablier était très mince et toute la charge était reprise par les câbles suspendus. Dans la photographie de droite, on voit le même pont après que les tabliers aient été profondément modifiés pour accroître sa rigidité et assurer une plus grande stabilité de la structure. En effet, on s'est aperçu à l'époque que le tablier était trop mince pour assurer une stabilité suffisante à la structure. Donc, on est venu faire des travaux importants, comme vous le voyez sur la photographie de droite. Donc, on est venu construire un tablier beaucoup plus épais, beaucoup plus rigide pour assurer la stabilité de la structure. Cette stratégie peut être utilisée également pour les structures caténaires comprimées. Ici, à l'écran, on a une photo qui montre un bel exemple. On a un pont en arche où, en fait, c'est l'arche qui reprend toutes les charges verticales appuyées sur le tablier. Mais dans ce cas-là, on a choisi de rigidifier le tablier. Si vous regardez le tablier du pont, on a des poutres qui sont très épaisses pour conférer une stabilité suffisante à la structure. Donc, dans ce cas-là, les charges sont essentiellement reprises par l'arche, mais le tablier est rigide pour assurer la stabilité de la structure. On en a un autre bel exemple ici avec le pont Infante au Portugal. Ce pont-là est supporté par une arche en béton qui est très mince. On voit sur les illustrations qu'on a une arche en béton qui est large, mais qui est extrêmement mince, qui va supporter tout le poids de la structure. Par contre, dans ce cas-là, on voit que le tablier aussi est costaud. On a une structure en caisson, en béton armé, qui est très rigide pour assurer la stabilité de la structure. Donc, c'est vraiment l'arche qui reprend les charges, mais c'est la rigidité du tablier qui va limiter les déformations à des valeurs acceptables.
À l'écran, nous avons ici une photographie du Federal Reserve Bank à Minneapolis, qui est un bâtiment de plusieurs étages, entièrement supporté par une structure caténaire tendue, de façon à libérer une esplanade de 82 mètres de portée sous le bâtiment. On voit ici à gauche une photographie durant la construction qui nous montre bien les profilés en acier qui agissent comme une structure caténaire tendue. Et à droite, on a des illustrations aussi qui montrent bien le rendu de cette structure caténaire là, sur la façade extérieure du bâtiment. À l'écran, nous voyons une photographie de ce bâtiment durant la construction. On remarque qu'au sommet du bâtiment, on a un treillis qui est très costaud. On a un treillis, en fait, qui fait probablement 3 étages là, d'épaisseur. Le rôle de ce treillis-là est justement d'assurer la stabilité de la structure, d'assurer quelque chose de très rigide qui va faire en sorte que nos déformations vont être faibles. Le treillis a aussi une autre fonction, c'est de reprendre les forces horizontales importantes qui vont être imposées au point d'appui de la structure caténaire. En effet, notre structure caténaire va être soumise à des efforts de tension. Donc, au niveau des points d'appui, on va avoir 2 efforts comme ça inclinés qui vont être transmis aux extrémités du bâtiment. On pourrait décomposer ces efforts-là en 2 composantes verticales qui vont être transmises aux 2 piliers aux extrémités du bâtiment et 2 composantes horizontales. Comme on ne veut transmettre que des efforts verticaux dans les 2 piliers qui sont situés à chaque point, à chaque extrémité du bâtiment, ben c'est le treillis situé au sommet du bâtiment qui va travailler en compression pour résister aux efforts horizontaux. Plutôt que de rigidifier le tablier, on pourrait aussi choisir de rigidifier l'arche caténaire. C'est ce qu'on a fait dans le cas du pont ici qui est illustré à l'écran, qui est le New River George Bridge qui a été construit en Virginie aux États-Unis. Donc dans ce cas-là, on voit que le tablier du pont est relativement mince. On a donné beaucoup de volume à l'arche caténaire de façon à lui conférer une rigidité suffisante pour assurer la stabilité de la structure. Nous en avons un autre exemple ici avec un pont construit en Californie, le Cold Spring Bridge. Donc, dans cet exemple, on a voulu amincir le tablier au maximum et conférer aux 2 arches en acier qui supportent la structure une rigidité suffisante pour assurer sa stabilité. Si on regarde la vue aérienne qu'on voit à l'écran, nos arches en acier sont très élancées par rapport à la portée. L'épaisseur de l'arche est mince par rapport à la portée. Par contre, si on regarde des vues agrandies de la structure, on constate par exemple sur l'image de gauche que par rapport au tablier, notre arche est beaucoup plus épaisse. Donc dans ce cas-là, on a volontairement choisi de surdimensionner l'arche pour y donner une rigidité suffisante pour stabiliser la structure et on a gardé l'épaisseur du tablier au minimum. Donc on voit bien sur les illustrations ici que l'arche est beaucoup plus rigide que le tablier. Comme dernier exemple de cette stratégie, je vais présenter le Salle-Guinato-Bell Bridge qui a été conçu par Robert Maillard à l'aide de la méthode graphique. C'est un ouvrage très célèbre qui a été construit dans les montagnes suisses et qui franchit une portée de 90 mètres. Donc dans ce cas, toutes les charges de la structure sont supportées par une arche de béton qui fait seulement 30 cm d'épaisseur. Donc c'est très mince pour une portée de 90 mètres. Et la stabilité de l'ouvrage est assurée par un mince voile de béton qui est placé au-dessus de l'arche et qui est capable de résister aux efforts de flexion qui pourraient être causés par divers cas de charge non symétriques. Donc, on a ici une illustration du pont. On voit que le pont est très élancé, situé dans un endroit très escarpé en Suisse. On constate aussi que dans ce cas-là, comme le pont est assez plat, on a des efforts horizontaux importants aux appuis. Donc, c'est possible parce qu'on s'appuie directement sur le massif rocheux. Mais si on était sur un sol de faible capacité portante, ça poserait des problèmes structuraux majeurs. On a ici une vue agrandie du pont où on voit justement le voile de béton qui est utilisé pour stabiliser la structure, pour y conférer une plus grande rigidité. Donc en jaune ici, on a identifié le voile de béton qui va agir comme élément stabilisateur. On a ici une autre vue de la structure où on voit l'arche qui
qui est en dessous, qui est très mince, comme je l'ai mentionné, qui fait que 30 cm d'épaisseur, donc une structure très mince, et le voile de béton stabilisateur ici qui va conférer à la structure une grande rigidité et donc une grande stabilité. Une troisième stratégie consiste à ajouter des diagonales entre la structure caténaire et le tablier. Cette stratégie va être valable autant pour les structures caténaires comprimées que pour les structures caténaires tendues. En ajoutant des diagonales, notre structure va acquérir la capacité de travailler comme un treillis pour résister aux efforts de flexion qui pourraient être associés à différents profils de charge qui sollicitent la structure. On a ici à l'écran une illustration d'une structure où on a comme ça une arche caténaire avec un tablier qui est supporté par-dessus. La structure actuellement est en construction. Donc, on a rajouté des câbles en acier pour former des diagonales qui va assurer la stabilité de la structure. Dans ce cas-là, on va choisir généralement l'orientation des diagonales pour que les diagonales soient sollicitées en tension, car elles vont être très efficaces avec très peu de matière. La photographie reproduite ici à l'écran nous montre un exemple d'arche caténaire en acier où la présence de diagonales a permis de réduire considérablement la taille de toutes les membrures, à la fois les membrures qui forment l'arche et les membrures qui forment le tablier de la structure. On voit ici une photographie agrandie de la même structure qui montre bien la grande finesse des membrures comparativement à la portée importante. C'est d'ailleurs cette stratégie qu'on a utilisée pour assurer la stabilité de la passerelle Traversina 1 que nous avons vue précédemment. Donc, si vous regardez ici les illustrations à l'écran, vous voyez sur la photo de gauche qu'on a justement des diagonales qui font en sorte que notre passerelle va travailler comme un treillis dans le cas où on a un chargement qui n'est pas symétrique. Donc, on voit bien sur le schéma au coin inférieur droit de l'écran, on voit bien les câbles en X là, qui sont entre nos triangles en bois et qui vont jouer ce rôle-là, qui vont venir faire travailler la structure lenticulaire comme un treillis. On voit également ces câbles-là sur la photo du haut, on les voit bien. Donc on voit que les câbles sont très petits, comme ils sont en acier, les efforts sont quand même relativement faibles, donc on a besoin de très peu de matière. Mais ça a un effet très important pour assurer la structure une grande stabilité, même quand les charges sont très dissymétriques et donc ne correspondent pas du tout au cas de charge qu'on a utilisé pour trouver notre forme caténaire. C'est toujours cette même stratégie qu'on a utilisée également pour la passerelle Traversina 2 qu'on a également vue précédemment. Donc dans ce cas-là, on constate que pour lier le tablier en bois à notre câble caténaire, on n'a pas utilisé des suspentes en acier qui sont verticales, mais on a utilisé des suspentes en acier qui sont inclinées, comme on voit bien sur le petit schéma en bas à droite de l'écran. Donc, de cette façon-là, lorsqu'on a des cas de charge dissymétriques, toute cette structure-là va travailler comme un treillis. Et donc, on va réduire de façon très importante les déformations de la passerelle quand les gens vont y circuler. Si on avait mis des suspentes verticales, notre passerelle aurait été capable de résister aux charges, ça n'aurait pas été problématique. Par contre, quand les gens auraient traversé le pont, selon l'emplacement des gens et la façon dont ils se déplacent sur le pont, on aurait pu avoir des déformations qui sont assez importantes du tablier, que les usagers auraient trouvé très inconfortable. Les usagers auraient eu l'impression que le pont est fragile, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce qui justifie le choix des suspentes ici, inclinées, pour relier l'escalier en bois au câble caténaire. Une quatrième stratégie consiste à retenir certains points de la structure caténaire pour prévenir son déplacement latéral. Plus le nombre de points de retenue va être élevé, plus la structure sera stable. Donc à l'écran ici, on a reproduit une photographie qui montre la toiture d'un bâtiment qui est supporté par des câbles caténaires qui a été conçus par les architectes Herzog et Demeron. Donc on voit qu'il y a des câbles ici, des câbles diagonaux qui sont accrochés à notre structure caténaire. Donc on a représenté ici un point en rouge qui est accroché à un câble diagonal qui est représenté ici par la ligne jaune à l'écran. Le câble diagonal va travailler en tension pour empêcher que le point rouge se déplace. Donc, comme à cet endroit-là,
notre câble caténaire, le point rouge, ne peut pas se déplacer ni à droite ni vers le haut. Notre structure va être beaucoup moins déformable. Pour cet exemple, il s'agit d'une toiture, donc on acceptait quand même une certaine déformation. Comme il n'y a pas d'usager qui marche sur la toiture, on pouvait se permettre des déformations relativement importantes dans ce cas-là. Les photographies reproduites à l'écran ici montrent une autre structure où on a utilisé cette stratégie. Dans ce cas-là, il s'agit d'une structure qui est constituée d'une voûte en verre qui recouvre une rue intérieure. Donc, la voûte travaille comme une structure caténaire. Donc, les membrures supérieures de la voûte travaillent comme des arches. On voit que ces membrures-là sont extrêmement petites. C'est des membrures très fines. Pour assurer la stabilité de la structure, on a utilisé une série de câbles stabilisateurs radio. Donc, on voit sur l'illustration à gauche, on discerne les câbles qui viennent s'accrocher au nœud de notre voûte et qui sont tous reliés à un nœud central que nous voyons ici sur l'illustration en bas à droite de l'écran. Donc, toute cette série de câbles radio-là fait en sorte que lorsque notre charge va varier sur notre voûte, les nœuds, chacun des nœuds de la voûte aurait envie de se déplacer, mais ce déplacement-là va être prévenu par les câbles radio qui vont travailler en tension pour éviter les déplacements. Donc, on atteint ici une très grande stabilité, ce qui fait qu'on est capable de couvrir ici une grande portée avec très peu de matière, en fait, avec des membrures qui sont extrêmement minces au niveau de la voûte en verre. Nous avons ici un autre exemple de cette stratégie avec le Broadgate Office Building qui est construit à Londres. Donc, c'est un bâtiment qui est entièrement supporté par une structure caténaire, un peu comme la Federal Reserve Bank qu'on a vu précédemment, sauf que dans ce cas-ci, plutôt qu'avoir une structure caténaire tendue, on a une structure caténaire comprimée, on a une arche. Donc, on voit bien sur la photo l'arche caténaire. Et on voit également qu'il y a 3 autres membrures qui sont attachées à cette arche-là. On a une membrure horizontale à la base de l'arche et on a 2 membrures diagonales à 45 degrés qui viennent s'accrocher au tiers de la distance de l'arche. Donc, ces membrures-là ont différentes fonctions. Si on regarde la membrure horizontale, sa fonction va être de reprendre la composante horizontale de la force associée à la réaction d'appui à la base de l'arche. De cette façon, on va transmettre aux fondations uniquement une charge verticale et aucune charge horizontale. La composante horizontale va être reprise en fait par notre membrure ici, horizontale, qui va être sollicitée en tension. Comme l'acier est très résistant en tension, on s'aperçoit que pour résister à cette composante horizontale-là, cette membrure-là est très petite, elle est très mince. On a également les 2 membrures diagonales inclinées à 45 degrés qui vont restreindre les déformations de l'arche. Donc, au niveau du point d'attache entre les membrures diagonales et l'arche ne peut pas se déplacer latéralement, ce qui fait que ça va accroître beaucoup sa rigidité. Lorsqu'on va avoir des cas de charge variables, notre structure va être peu déformable, elle va être rigide, elle va peu se déformer. Et également, comme on fournit un point d'appui à l'arche, on va réduire la longueur de flambement, donc on va augmenter sa résistance à la compression. On a ici des illustrations qui nous montrent la structure. Donc, sur l'illustration de gauche, là, sur la photographie à gauche, on voit justement le grand espace qui est libéré là, sous le bâtiment. Et sur les 2 photographies de droite, on voit des détails d'assemblage. Sur la photographie en bas à droite, on voit justement le tirant, la membrure horizontale là, qui va travailler comme tirant pour reprendre la poussée horizontale au niveau des fondations. On voit que cette membrure-là est très mince par rapport à l'arche. Et on voit également sur la photographie en haut à droite de l'écran que le système, au niveau d'un point de vue constructif, le système d'attache là, entre le bâtiment et l'arche est assez sophistiqué. On a des détails constructifs qui sont particulièrement ingénieux et intéressants. Une 5e et dernière stratégie consiste à utiliser des câbles stabilisateurs qui adoptent une forme caténaire de courbure inversée par rapport à la structure porteuse.
Dans ce cas, le câble porteur va supporter toutes les charges orientées vers le bas, alors que le câble stabilisateur va reprendre toutes les charges qui sont dirigées vers le haut, le soulèvement du haut-vent par exemple. Avec cette méthode, on a l'avantage de préserver la légèreté de la structure et par conséquent de réduire les efforts internes de façon appréciable. Donc on a ici 3 illustrations qui montrent ce principe-là. Sur la première illustration en haut de l'écran, on a un câble porteur qui est représenté en rouge et un câble stabilisateur qui est situé en dessous qui est représenté en jaune. On a des éléments tendus entre les deux câbles là, qui vont les retenir ensemble, ce qui fait en sorte que si on a une charge qui est dirigée vers le bas, le poids de la toiture par exemple, bien, lorsque la charge va être dirigée vers le bas, c'est le câble porteur en rouge qui va reprendre cette charge-là. Par contre, si notre charge est dirigée vers le haut, si on a par exemple un effet de soulèvement du haut-vent, bien, c'est le câble stabilisateur qui va travailler en tension pour résister aux efforts. Donc, selon la variation de la charge sur notre structure, la tension va s'ajuster dans le câble porteur et dans le câble stabilisateur pour être capable de résister à ces charges-là et pour avoir aussi une structure qui est très rigide, là, qui est peu déformable. Au centre de l'écran, on a la même stratégie, mais où on aurait dans ce cas-là le câble porteur qui serait situé en dessous du câble stabilisateur. Donc dans ce cas-là, entre le câble porteur et le câble stabilisateur, on a des éléments rigides, on a des membrures rigides, et de la même façon, toutes les charges dirigées vers le bas vont être prises par le câble porteur et toutes les charges dirigées vers le haut vont être prises par le câble stabilisateur. Et finalement, on a la troisième option qui est illustrée en bas de l'écran, où le câble stabilisateur et le câble porteur vont se croiser. Puis toujours de la même façon, peu importe si les nœuds de la membrure veulent se déplacer vers le haut, vers le bas, il y a toujours un des deux câbles qui va travailler en tension pour prévenir ces déformations. Donc ça permet d'obtenir des structures extrêmement rigides avec très peu de matière. La photographie qui est reproduite ici à l'écran donne un exemple d'un pont suspendu en acier où on a choisi de conserver le tablier le plus mince possible. Et pour stabiliser ce tablier, on a fait le choix d'utiliser un câble stabilisateur qui adopte une forme caténaire de courbure inversée par rapport au câble porteur. Donc on a ici le câble porteur qui reprend les charges de gravité imposées au tablier. Et ici, on a le câble stabilisateur qui a aussi une forme caténaire, mais de courbure inversée, qui est accroché au tablier et qui va permettre de lui donner une grande stabilité en empêchant les déplacements de la structure sous différents cas de charge. Nous avons reproduit ici une autre photo montrant une structure stabilisée à l'aide du même principe. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'une toiture en verre qui a été conçue par Renzo Piano, où on a le verre qui est situé en sandwich entre deux câbles. On a au-dessus de la paroi de verre, on a un câble porteur caténaire et en dessous, on a un câble stabilisateur. Donc, si on regarde, on a notre câble porteur ici qui reprend les charges verticales dirigées vers le bas et notre câble stabilisateur ici qui reprend les charges verticales dirigées vers le haut et le verre est situé entre ces deux câbles-là. On a ici une autre vision de la même structure où on voit bien la surface de verre qui est coincée entre les deux séries de câbles et on voit bien là-dessus aussi la forme des câbles. Les suspentes verticales dans ce cas-là sont aussi faites avec des câbles car elles sont sollicitées en tension. Donc on a ici une dernière série d'illustrations qui nous montrent la structure. On voit sur la photo qu'en fait on franchit des grandes portées et que ça nous donne une structure extrêmement légère. On a très peu de matière dans cette structure-là, il y a très peu d'acier, car le système double d'un câble porteur et d'un câble stabilisateur est un type structural extrêmement performant. On voit en bas à droite là, l'attache des points d'appui des câbles sur la structure. Donc, ça signifie aussi que dans une structure de ce type-là, on va générer des efforts horizontaux au niveau des points d'appui. Donc, le bâtiment sur lequel on vient accrocher notre structure doit être en mesure de résister à ces efforts horizontaux. On montre ici un dernier exemple pour illustrer ce principe. Il s'agit de la passerelle Simone de Beauvoir, construite à Paris. Donc, on voit que la passerelle est formée de deux formes caténaires, une forme caténaire tendue et une forme caténaire comprimée qui vont
s'entrecroiser et qui vont se stabiliser l'une l'autre. Donc on a des éléments verticaux qui vont venir attacher ces deux structures ensemble. Donc c'est une passerelle piétonne. Les piétons peuvent passer soit sur la structure supérieure ou sur la structure inférieure de la passerelle. Donc c'est une structure extrêmement efficace aussi. On voit ici ce que ça donne. Donc la courbure est assez prononcée pour augmenter l'efficacité structurale. On voit le jeu intéressant là, de surface que ça donne pour les piétons. On a ici une dernière série de photos qui nous montrent les passerelles. On a au niveau des appuis, où on voit par exemple sur la figure au coin supérieur droit qu'on a nos câbles caténaires qui redescendent verticalement jusqu'au niveau des fondations pour amener l'effort au niveau des fondations. Et dans ce cas-là, on voit que le câble redescend de façon verticale pour éviter de transmettre des efforts horizontaux aux fondations. Donc on a réussi à trouver une forme qui faisait en sorte que les fondations ne supportent que des charges verticales, ce qui va réduire de façon importante là, l'ampleur des fondations qu'on devra construire. Pour terminer ce cours, nous allons également voir comment les formes caténaires peuvent être utiles pour optimiser. On peut en effet optimiser la forme des treillis en s'inspirant des formes caténaires. Par exemple, pour le treillis qui est illustré ci-contre là, sur la figure du haut, on a choisi une forme qui fait en sorte que l'aile inférieure du treillis suit une forme caténaire. Au centre de l'écran à droite, on a notre polygone de force. Donc, on constate que l'effort de compression va être constant dans toutes les membrures de l'aile supérieure et que les efforts internes vont être nuls dans chacune des diagonales. Si vous regardez sur le polygone de force, les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont superposés, ce qui signifie que les diagonales correspondantes, les diagonales 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9, ne supportent aucune charge axiale. Dans ce cas-là, on voit que la membrure inférieure du treillis va travailler en tension et que les efforts correspondent aux rayons radiaux là, sur notre polygone de force. Donc, c'est les mêmes efforts qu'on aurait si on utilisait un câble suspendu. Donc, dans la membrure inférieure, les efforts sont minimum au centre et sont maximum aux extrémités du treillis. Comme les membrures ne sont pas sollicitées, en fait, on pourrait éliminer carrément ces membrures-là et avoir un treillis comme ça qui ne contient aucune diagonale, à condition qu'on n'ait pas des variations importantes des charges sur notre structure. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici en bas de l'écran. En bas de l'écran, on a la forme idéale où on a l'aile inférieure qui suit notre forme caténaire. On a nos membrures verticales qui viennent accrocher cette aile inférieure-là à l'aile supérieure pour nous donner notre structure finale. Si on regarde la charge totale résultante, ça correspond sur le polygone de force à la distance entre le point A et le point F. Donc on constate là-dedans que tous les efforts sont relativement faibles par rapport à la charge résultante totale. Notre polygone de force est assez compact, ce qui confirme que cette structure-là est structurellement très performante. Le stade Alamo Dome à San Antonio, au Texas, est un bon exemple qui illustre cette stratégie. Dans ce cas-là, on voit ici à l'écran la toiture du stade qui est entièrement supportée par deux treillis où on s'est arrangé pour optimiser la forme du treillis afin que la corde inférieure suive une forme caténaire. Donc ici, on a une vue en coupe du stade. Donc on voit le treillis qui supporte la toiture ici au centre. Ce treillis-là franchit une très longue portée, car on a une portée totale de 110 mètres. L'aile inférieure du treillis suit une forme caténaire, ce qui fait que nos efforts dans nos diagonales, en principe, sont nuls quand on a une charge uniformément répartie. Dans ce cas-là, pour différents cas de charge, lorsque la charge n'est pas uniformément répartie, notre structure va travailler comme un treillis, on va avoir des efforts dans les diagonales, mais ces efforts-là vont être faibles. On a ici une vue du treillis durant la construction du stade. Donc, on voit ici le treillis qui est installé, comme je le mentionnais, avec une très longue portée, une portée de 110 mètres. Donc, si vous regardez ici sur l'illustration,
on s'aperçoit que la membrure inférieure du treillis est constituée de câbles. Dans ce cas-là, on a 3 câbles qui forment la structure inférieure du treillis. On voit que les membrures verticales qui font le lien entre la membrure inférieure et la membrure supérieure du treillis sont très petits, de même que l'aile supérieure. L'aile supérieure n'est pas très grosse. Ça démontre bien l'efficacité structurale de ce système-là. Donc, on voit que pour une très grande portée, on a en fait très peu d'acier parce que notre structure est particulièrement efficace. Donc, on voit ici la même chose durant la construction où on voit mieux là, notre treillis qui a été préfabriqué et qu'on s'apprête à soulever pour venir le mettre en place. Et finalement, on a une dernière illustration ici qui nous montre après l'inauguration du stade. On voit bien sur la figure en haut de l'écran, sur la photo, on voit bien le treillis qui est très fin par rapport à la portière. Donc, ça illustre bien la grande efficacité de ce type de structure. On pourrait aussi souhaiter que la charge soit uniforme sur toutes les membrures inférieures du treillis. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est sur le polygone de force, on va tracer un arc de cercle à partir du point G. Et de cette façon, on va s'assurer que les efforts dans chacune des membrures inférieures du treillis vont être égaux. Donc, si on regarde sur le polygone de force, la ligne G1, la ligne G2, la ligne G4, G7, G9 et G10 ont toutes la même longueur, parce qu'on a tracé un rayon de cercle. Ça signifie également, si on toujours en regardant le polygone de force, que notre force de compression dans l'aile supérieure va être variable. Donc, dans ce cas-là, on s'aperçoit que notre compression dans l'aile supérieure va être minimale aux extrémités du treillis, c'est-à-dire pour la membrure A1 et la membrure F10, et va être maximale au centre du treillis, c'est-à-dire pour les membrures C5 et pour les membrures C6. Par contre, la différence de la valeur de compression n'est pas très élevée entre les membrures centrales et les membrures d'extrémité. On remarque, comme précédemment, que les diagonales ne sont pas sollicitées. Donc, si on regarde sur notre polygone de force, les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont superposés, ce qui signifie que les diagonales 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 ne reprennent aucune charge. On remarque aussi sur le polygone de force que le fait de vouloir avoir une charge constante à la membrure inférieure nous oblige à tracer un arc de cercle et que par conséquent, les membrures qui relient la corde inférieure à la corde supérieure du treillis ne sont plus verticales, mais sont maintenant inclinées. Donc, si on regarde, on voit qu'au centre du treillis, la membrure 5-6 est placée verticalement, mais que ces membrures-là s'inclinent lorsqu'on se déplace vers les extrémités. Si on constate que les membrures 3, 4 et 8, 7 sont inclinées et que les membrures 1, 2 et 9, 10 ont encore une inclinaison plus prononcée. On a un exemple aussi d'une structure qui a appliqué ce principe-là. Donc, pour cet exemple, on voit un pont en arche où on a un tablier en béton qui repose sur une arche caténaire également en béton. Dans ce cas-là, on souhaitait que l'effort de compression dans l'arche soit uniforme sur toute sa longueur pour augmenter son efficacité. Donc, ça implique que, comme on l'a mentionné précédemment, on a incliné les membrures verticales. Si on s'aperçoit que les membrures ne sont plus verticales, mais sont inclinées, et plus on se déplace vers les points d'appui, plus l'inclinaison des membrures est prononcée. Dans ce cas-là, comme on a mentionné précédemment, lorsqu'on a une charge uniformément répartie, les diagonales du treillis ne reprennent aucun effort. Donc ici, on a carrément éliminé les diagonales. Il n'y a plus aucune diagonale et il y a seulement des membrures inclinées qui vont faire le lien entre le tablier du pont et les arches. Pour ce qui est de la stabilité, dans ce cas précis, on a choisi que les arches soient suffisamment grosses pour qu'elles soient suffisamment rigides pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Pour illustrer cette stratégie, on peut donner comme exemple la passerelle Solferino à Paris, qui est représentée ici à l'écran. Donc, on voit que c'est une structure qui a plusieurs points communs avec la passerelle Simone de Beauvoir que nous avons vue là, il y a quelques minutes. Donc, dans ce cas-là aussi, on a deux structures caténaires superposées, mais pour ce cas précis, c'est deux structures caténaires comprimées. Donc, on a deux arches qui sont situées l'une par-dessus l'autre et qui sont reliées par une série
de membrure en acier. Donc, dans ce cas-là, on a également 2 tabliers pour les piétons. Donc, les piétons peuvent passer soit par le tablier inférieur ou par le tablier supérieur de la passerelle. On a ici une vue en élévation de la passerelle où on voit ici l'arche principale qui est située dans le bas, qui est plus volumineux justement pour avoir une rigidité suffisante pour assurer la stabilité de la structure, et l'arche supérieure qui est beaucoup plus mince, donc qui va reprendre des efforts de compression, mais qui ne va pas être capable de reprendre des efforts de flexion lorsqu'on va avoir différents cas de charge qui vont solliciter la structure. Dans ce cas-là, on constate aussi qu'afin que l'effort de compression dans l'arche inférieure soit constant sur toute la longueur, on a incliné les membrures. Donc, les membrures qui relient les 2 arches sont verticales au centre de la passerelle et sont inclinées avec une inclinaison qui est de plus en plus prononcée à mesure qu'on se rapproche des extrémités. Donc, on a une vue ici à gauche, on a une photographie qui nous montre un peu l'allure de la passerelle lorsqu'on passe sur l'arche inférieure. On a en haut à droite une illustration là, en élévation de la passerelle qui nous montre aussi l'inclinaison des tubes en acier qui relient les 2 tabliers. Et on a une autre vue en bas à droite là, qui nous donne aussi les éléments ici qui vont relier les 2 tabliers. J'en profite de faire remarquer que si vous regardez par exemple la photographie à gauche, on voit que les membrures qui vont relier les 2 tabliers forment deux triangles. Donc, ça va nous donner les triangles constituent la forme géométrique la plus stable, ce qui fait que lorsqu'on a des efforts horizontaux qui vont s'exercer sur la passerelle, des efforts de vent, la combinaison de ces 2 triangles-là va nous donner une forme qui est très rigide, donc très stable par rapport aux efforts latéraux. Toujours dans l'esprit où on souhaite optimiser la forme de nos treillis, on pourrait également choisir une forme pour lesquelles les 2 ailes supérieures et inférieures vont adopter une forme caténaire. Donc, dans ce cas-là, on aurait une forme qui ressemble au diagramme de forme qui est illustré ici en haut à droite de l'écran. Si on regarde au centre de l'écran, on a notre polygone de force. Dans ce cas-là, si on souhaite que l'effort dans la membrure supérieure soit égal à l'effort dans la membrure inférieure, on va placer notre point 1 de telle façon qu'on sépare notre structure en 2 points égaux. Si vous regardez sur le polygone de force, là, il y a 2 flèches en rouge qui sont d'égale longueur, qui vont faire en sorte qu'on va s'assurer que la force A1 ait exactement la même intensité que la force G1, c'est-à-dire la membrure supérieure reprend la même charge que la membrure inférieure. Si on complète notre polygone de force, on a ce qu'on obtient à l'écran. Donc, on s'aperçoit que notre structure est aussi là optimisée. Encore une fois, pour ce cas, on a les points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9 qui sont superposés sur notre polygone de force, ce qui signifie que nos diagonales ne reprennent aucun effort. Donc, à la limite, qu'on pourrait supprimer les diagonales dans notre structure. Donc, en bas à droite, on a la forme idéale de ce type de structure avec la membrure inférieure qui est tendue et la membrure supérieure qui est comprimée. La photographie reproduite à l'écran ici montre un exemple de ce type de structure pour un pont. Ce type de structure, on va appeler ça une structure lenticulaire car la forme du treillis ressemble à une lentille. Donc on voit que c'est une structure très efficace. On remarque par rapport à la portée du pont, les membrures sont très minces, il y a très peu de matière car la matière est utilisée de façon très efficace. On voit dans ce cas-là qu'on a des diagonales pour que notre structure travaille comme un treillis lorsqu'on a des cas de charge variables, mais ces diagonales-là sont très petites. On voit que c'est des câbles très minces qui montrent bien la grande efficacité de notre structure. On a ici un deuxième exemple, on a le même genre de structure lenticulaire, mais dans ce cas-là, ces treillis-là supportent une toiture. Donc, encore une fois, on remarque la grande finesse de nos treillis là, avec des membrures très minces pour couvrir en fait une grande portée.
On pourrait concevoir d'autres types de triers optimisés en utilisant la même démarche. Donc, si on applique, par exemple, la même logique d'optimisation pour concevoir une ferme de toiture à deux versants inclinés, on obtiendrait les résultats qui sont illustrés ici à l'écran. Donc, en haut de l'écran, on a notre diagramme de forme avec notre toiture avec deux pentes inclinées, où on a choisi la forme de la membrure inférieure de façon à avoir une forme caténaire. Donc, ça signifie que si on regarde le polygone de force qui est représenté ici au milieu, on s'aperçoit que les membrures inférieures correspondent aux lignes radiales sur le polygone de force. Donc, ça travaille comme une structure caténaire où l'effort de tension est maximum près des appuis et minimum près du centre. Dans ce cas-là, on constate également, en regardant le polygone de force, que l'effort de compression sur les membrures supérieures, les deux membrures supérieures inclinées, est le même dans toutes les membrures. Donc, on a un effort de compression égal, ce qui est une qualité structurale. Dans ce cas-là également, on s'aperçoit que comme on a calqué ça sur une forme caténaire, comme pour les cas précédents, les diagonales ne sont pas sollicitées. Donc, les points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 sont superposés sur notre polygone de force, ce qui signifie qu'en fait, l'effort est nul dans ces diagonales. Donc, notre forme idéale correspondrait à ce qu'on a représenté ici en bas de l'écran, où on a nos deux membrures supérieures inclinées, on a des membrures verticales, on a notre membrure inférieure qui est tendue et on pourrait supprimer carrément les diagonales si on n'a pas de gros déséquilibre de force ou si notre structure est capable d'accommoder ces cas de change. C'est d'ailleurs exactement la démarche adoptée par Robert Maillard qui est dans la conception de son Magazine Generali construit en Suisse. Donc, si on regarde ici une photographie de cette structure, on voit que la forme du treillis ici suit exactement la forme de treillis optimisé qu'on vient de présenter précédemment. Donc, dans ce cas-là, le treillis est construit en béton et on n'a aucune diagonale. On a dans la membrure inférieure du treillis qui est dans le béton, on a des armatures en acier qui vont travailler en tension et toutes les autres membrures vont être sollicitées en compression. On a ici une illustration de cette membrure-là où on voit justement nos treillis et on constate qu'on a une portée importante et que les membrures de notre treillis sont très minces en fait. Pour du béton, on a quelque chose d'extrêmement fin avec très peu de matière, quelque chose de très efficace, quelque chose aussi qui d'un point de vue formel est intéressant. Donc on a d'autres illustrations ici de la structure. Qui montre que cette structure-là, non seulement est très efficace structurellement, mais aussi est très intéressante d'un point de vue architectural. Comme dernier exemple, on peut donner le cas d'une tour en treillis qui supporterait des charges horizontales de vent. Donc, c'est ce qu'on a reproduit ici à gauche sur notre diagramme de forme. Donc, toujours dans la même logique d'optimisation, on pourrait choisir la forme de notre tour de telle sorte que les deux séries de membrures verticales de notre tour suivent des formes caténaires. Donc, c'est ce qu'on a ici sur notre polygone de force. Si on trace le polygone de force, on a là les efforts à l'intérieur de notre tour et on constate que dans ce cas-là, on a toujours les efforts dans nos membrures diagonales qui sont nuls, c'est-à-dire les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10 sont superposés, ce qui signifie que les diagonales ne reprennent aucun effort. Donc, si on regarde à droite complètement de l'écran, on aurait ici la forme idéale de notre tour, où sous l'action des forces horizontales, on a les membrures verticales situées à la droite de la tour sont sollicitées en compression et les membrures verticales situées à gauche sont sollicitées en tension. Ce qu'on vient de faire ici, à l'écran, rapidement, c'est exactement la démarche qui a été menée par Gustave Eiffel lorsqu'il a construit sa célèbre tour. Donc, Gustave Eiffel a utilisé justement les méthodes graphiques pour optimiser la forme de sa tour. Donc, un bon exemple de ce type de structure-là, c'est évidemment la tour Eiffel là, que vous connaissez très bien, qui est reproduite ici à l'écran.
Donc, la tour Eiffel, qui à l'époque était une prouesse technique, c'était la plus haute construction humaine depuis les pyramides d'Égypte. C'est une structure extrêmement efficace. Pour vous donner une idée de l'efficacité de cette structure-là, l'air a un certain poids. On a même son impression que l'air ne pèse rien. En fait, l'air a une masse volumique d'environ 1 kg par mètre cube, ce qui signifie que si je pouvais attraper 1 mètre cube d'air, ce mètre cube d'air-là représente un poids d'environ 1 kg. Dans le cas de la tour Eiffel, si je calculais le poids du volume d'air qui est inscrit à l'intérieur de la tour, en fait, le poids de l'air serait supérieur au poids de l'acier que servit à construire la tour. Donc, la tour est extrêmement légère par rapport à son volume et par rapport aux charges qu'elle supporte. Donc, ça montre bien l'intérêt justement de l'optimisation des structures entrayées en utilisant des formes caténaires. Donc, ça termine le cours d'aujourd'hui sur les structures caténaires. Je vous remercie beaucoup de votre attention.